Il y a quelques jours, nous marquions la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Un moment essentiel pour rappeler que moquerie, exclusion et violence n'ont pas leur place à l'école. Mais une fois la porte du collège ou du lycée fermée, ces comportements disparaissent-ils vraiment? Psst, soft skills, astuces, curiosité. Bienvenue dans Kezako by DMM, le podcast qui donne du sens et du fun à la formation. Agissement sexiste, harcèlement moral, harcèlement sexuel, micromanagement abusif, incivilité. Le monde du travail n'est malheureusement pas épargné. Les dynamiques de pouvoir, les effets de groupe et les luttes d'influence y sont tout aussi présents et parfois tout aussi destructeurs. Alors la question que nous allons poser aujourd'hui est la suivante. L'entreprise n'est-elle au fond qu'une cour de récréation pour adultes? Les mécanismes qui se jouent dans un open space sont-ils si différents de ceux d'une cour d'école? Pour décrypter ces parallèles, identifier les dangers et surtout parler de solutions, j'ai le plaisir de recevoir une experte qui a été au cœur du réacteur, Stéphanie Blanchet. Stéphanie, tu as été référente harcèlement au sein d'un grand groupe. Tu étais donc en première ligne pour recevoir la parole des salariés, gérer les signalements et mettre en place des actions de prévention. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui pour partager ton expérience. Pour commencer, Stéphanie, peux-tu nous expliquer concrètement en quoi consistait ton rôle de référente harcèlement? Quel type de situation remontait jusqu'à toi? Mon rôle en tant que référente harcèlement et violence au travail, c'était d'accompagner les ressources humaines et les DRH des différentes entités à conduire les enquêtes internes. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un signalement de harcèlement, d'agissement sexiste, de problématiques en tout cas au sein des collaborateurs, ce signalement remontait jusqu'à moi et j'accompagnais les DRH à instruire, tout simplement, recueillir les témoignages, analyser les faits, jusqu'à, la prise de décision pour voir si les faits étaient avérés ou pas. Donc c'était aussi un rôle de garant, en fait, que le code de conduite de l'entreprise se fasse respecter, mais aussi un rôle de protection parce que entre la personne qui déclare et la personne qui est présumée acteur des faits, il faut que tant que les faits sont présumés, il faut garder une impartialité, une objectivité en tout cas, tout le long de l'instruction de l'enquête. Et puis beaucoup de pédagogie, parce que faut accompagner les collaborateurs à, à assumer cette posture dans cette enquête. On entend souvent parler de harcèlement moral ou sexuel, mais la réalité est souvent plus grise, faite d'incivilités répétées. Quelle est la différence entre une simple mésentente ou un conflit et une situation qui bascule dans le harcèlement? Déjà tout simplement une mésentente, un conflit, en général il y a un désaccord tout simple et donc il y a quand même un respect entre les personnes. On a le droit d'exprimer son désaccord, heureusement d'ailleurs et même dans l'entreprise encore plus, mais toujours en respectant la personne que l'on a en face avec une communication qui est non violente, et respectueuse. En revanche, le harcèlement, on passe à autre chose. Il y a quand même une définition, très claire dans le code du travail, du harcèlement. Je vais la lire parce que, elle est importante. C'est que le harcèlement moral se définit comme des agissements répétés, et là c'est très important ce mot répété, qui ont pour un effet une dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité ou à altérer la santé physique ou mentale d'un salarié. Alors la zone grise, en effet, 90% de ce qui est remonté en général, en tout cas moi de ce que j'ai vécu et sur lequel j'ai pu agir, c'est souvent la zone grise. Parce que des cas de harcèlement moral et harcèlement sexuel, heureusement ils sont quand même minoritaires dans l'entreprise. Et c'est beaucoup d'incivilités, de comportements toxiques que l'on va voir apparaître. Et ça va être là la difficulté de pouvoir savoir concrètement les faits. J'aimerais aborder une notion spécifique, celle du manager pathogène. Peux-tu nous définir ce terme et comment un style de management peut-il à lui seul rendre une équipe malade? Alors il y a vraiment 2 questions, là-dedans. La première chose, on parle de management pathogène, c'est lié aux travaux, de Christophe Dejour, qui ont été relayés par, Marie Peset, qui est la personne qui a créé un réseau de souffrance au travail. Et c'est important de souligner ça parce que c'est un site très intéressant pour pouvoir aussi, avoir quelques outils, on peut y trouver des outils.
Le management pathogène, c'est un management qui va amener à des risques psychiques, en tout cas à des effets psychiques, moraux sur la personne, de souffrance en tout cas, sur le salarié qui en est victime. Donc qu'est-ce que c'est le management pathogène? Ça va être souvent le contrôle permanent, des ordres qui n'ont pas de sens ou qui sont contraires. Euh, Ça va être aussi un manque de reconnaissance, ça va être l'absence de sens aussi au travail que l'on peut donner, donc des contradictions dans les consignes. Et puis ça peut être également des choses que l'on voit de plus en plus apparaître, de l'isolement de certaines personnes ou de certains salariés, ou tout simplement une pression excessive. Voilà. Alors, tu disais quelque chose qui était important, c'est comment une personne peut créer ça, ou peut mettre à mal toute une équipe. Je ne crois pas personnellement que c'est lié qu'à une personne. Le manager, souvent dans ces cas-là, c'est aussi conforté par une organisation. C'est-à-dire que c'est pas une seule personne, il y a une responsabilité quand même collective de l'organisation ou du système qui permet en fait ces dérives managériales. Donc dire c'est un seul manager qui va créer tout ça, je trouve un petit peu ça abusif. Voilà. Tu parles d'ailleurs de prévention à l'échelle de l'organisation. Oui. C'est ça aussi notre rôle, hein, que ça soit au sein des ressources humaines, au sein des responsables éthiques qui sont en charge du harcèlement, violence au travail, ou même des organismes de formation qui accompagnent dans ces choses-là, c'est le côté de la prévention de l'organisation. Comment on va former l'organisation aussi à ces dérives, à repérer les signaux faibles, et à accompagner les managers à ne pas dériver. Voilà. On pense souvent aux managers pervers narcissiques ou ouvertement tyranniques. Mais qu'en est-il de ces nouveaux managers peut-être moins expérimentés? As-tu observé des cas où le micromanagement, ce contrôle excessif, souvent justifié par l'excellence ou le suivi, devenait une forme de harcèlement? Tout à fait. C'est vrai que souvent, et alors par les réseaux sociaux, beaucoup, le pervers narcissique, on l'a un peu à toutes les sauces. Dans la sphère privée, dans la sphère, de l'entreprise. Ça existe, c'est vrai, on va pas le nier, hein. Il y a des gens qui sont, particulièrement manipulateurs, pervers. En revanche, c'est quand même pas la majorité des cas que l'on rencontre. Et souvent, on se retrouve à traiter en fait, des comportements toxiques qui sont liés, quelquefois, à du micromanagement. Et ce micromanagement, c'est un peu la plaie, je dirais, des jeunes managers. Alors sans faire de généralité encore une fois, hein, parce que c'est très difficile d'en faire, mais le micromanagement, c'est ce que l'on peut appeler la dérive du manager consciencieux. Il veut que tout soit bien fait, il arrive dans une fonction, il a très à cœur de prouver ce qu'il est capable de faire, de pouvoir s'assurer que l'ensemble des productions qui sortent de son service sont bonnes. Et là, on se retrouve petit à petit à un manager qui est ultra contrôlant, qui laisse plus, qui ne fait pas confiance à son équipe, qui va être dans le détail, voire refaire les choses que sa propre équipe a faites. Et donc petit à petit, il va avoir un comportement très infantilisant avec son équipe. Et ça, c'est très problématique parce que petit à petit, il va retirer toute la substance en fait de l'intelligence collective d'une équipe. Donc malheureusement, c'est souvent par un manque de confiance en soi, par un manque aussi de compréhension de l'intelligence collective, ou même tout simplement de formation aux outils du management, de la délégation. Voilà, la délégation n'exclut pas le contrôle, mais pas le micro-contrôle. Mais d'ailleurs, chez DMM, il me semble qu'on fait des super formations sur le harcèlement, les agissements sexistes. Tu peux pas nous en parler vite fait? Si on accompagne chez DMM beaucoup d'entreprises sur les différents volets, que ça soit, tout à l'heure on parlait d'organisation, que ça soit sur la sensibilisation des organisations, donc de l'ensemble des collaborateurs, au code de conduite en général, aux chartes éthiques, et puis donc à toutes les déviances qu'il peut y avoir, en tout cas, pouvoir les former à la lutte contre la discrimination, la lutte contre le harcèlement et la violence au travail, les conflits d'intérêts, tout ça. Et puis on accompagne petit à petit aussi les managers dans leur poste de primo-manager, ou dans les conversations qui peuvent être difficiles, parce que là aussi, hein, souvent le conflit vient dans une communication qui n'est pas certaine,
ou en tout cas une communication qui n'est pas non violente. Donc on forme aussi à la communication non violente. Donc c'est vraiment une formation de A à Z si on veut accompagner des équipes à ces sujets-là. As-tu un exemple, une situation qui t'a marqué où un manager, peut-être même sans en avoir pleinement conscience, a fait basculer son équipe dans la souffrance par ce type de micromanagement? C'est peut-être une des situations qui m'a le plus marquée parce que en effet, on est sur du micromanagement, on est sur une jeune femme qui venait de prendre son poste. Donc c'est ça le contexte dans une équipe, avec des forts enjeux, financiers, enfin en tout cas un impact fort, avec des deadlines très fortes, donc voilà, un rythme en tout cas de travail qui était important. Sous elle, une équipe expérimentée. Elle prend son poste, elle a tout approuvé. Et là, elle dérape par l'ultra contrôle. L'ultra contrôle, s'assurer également avec une charge de travail très forte de pouvoir assurer en tout cas une cadence au sein de l'équipe. Elle était elle-même en tout cas dans une pression très forte de pouvoir donner et livrer ses reportings. Donc tout simplement, elle écrivait jour et nuit des mails à son équipe. Donc les personnes arrivaient le matin à 8 heures du matin avec 50 mails dans leur boîte. Se retrouver à présenter leur présentation PowerPoint et à devoir tout refaire à 20 heures, juste pour quelques détails qui auraient peut-être pu passer comme ça. Et en fait, ce qui m'a beaucoup choquée, c'est que tant qu'on n'avait pas mené l'enquête, hein, puisqu'il y a quand même eu 3 personnes qui se sont mis en arrêt maladie, vraiment pour souffrance au travail, qui ont signalé les comportements pathogènes que cette manager avait. Et en fait, elle n'en avait pas conscience. Et c'est que lors de l'enquête où on a commencé à énumérer les faits, puisqu'on avait les faits, on avait cette pression excessive qui était donnée, des injonctions différentes, un manque de confiance avéré, un manque de responsabilisation avérée vis-à-vis de son équipe. C'est quand on lui a énuméré les faits que cette manager a craqué, a fondu en larmes et s'est dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il y a eu combien de temps entre le début des signalements et puis la vérité qui a éclaté? Je pense que ça a été assez vite. Alors on a été un peu contraints parce que les arrêts maladie font que forcément on peut pas tout le temps entendre les personnes au bon moment, mais on avait déjà pas mal d'éléments et ça a été 1 mois et demi, ce qui peut paraître long quand même, hein. Ah oui, quand t'es sous pression, Et c'est ça qui est encore plus dur, c'est que il fallait qu'elle continue à travailler. Il y avait la suspicion, elle savait que son équipe avait porté signalement. Elle voyait bien de toute façon qu'il y avait 3 personnes de son équipe qui n'étaient plus là. Et ça a été très dur et elle-même s'est mise en arrêt maladie par la suite. Donc c'est vrai que c'est des situations qui sont extrêmement dures pour les équipes, pour le manager, pour les RH aussi, hein, qui menaient l'enquête. Parce que c'est des situations qu'on n'aimerait pas vivre en fait. Mmh. Par la suite, il y a eu en tout cas l'enquête a pu permettre d'accompagner, que ça soit l'équipe, la manager, dans la reprise de leur activité d'une manière un petit peu différente. En tant que référente, tu as dû voir le meilleur comme le pire des comportements humains en entreprise. Quelle est la situation qui t'a le plus choqué ou marqué durant ton expérience? Bizarrement, c'est pas forcément le harcèlement sexuel ou les agissements sexistes, parce que malgré tout, une fois qu'ils sont avérés, ça va très vite. Et c'est non négociable, un agissement sexiste ou le harcèlement sexuel, ça va très vite. En tout cas à instruire, une fois qu'on a les témoins. Les situations les plus difficiles, c'est quand on est sur du one to one, que le harceleur présumé ne harcèle que en one to one et où il y a pas de témoin. Donc ça, c'est très compliqué à prouver derrière et de pouvoir avancer sur ce type d'enquête. En revanche, c'est pas forcément là où je voulais en venir, dans le sens où ce qui m'a peut-être le plus choquée, c'est, l'humour gratuit, la méchanceté gratuite. Alors elle est pas gratuite cette méchanceté, chez certaines personnes, c'est là où on peut avoir le côté un peu pervers. C'est-à-dire que, le contexte est un manager, qui a un certain statut au sein de l'entreprise et qui va, avoir des agissements discriminatoires, vis-à-vis d'un de ses collaborateurs, en particulier sur son physique et qui va se moquer de manière répétée de son physique. Hem et
où on va voir que petit à petit, c'est une prise de pouvoir sur le groupe. Cet agissement de se moquer de son collaborateur va fédérer autour de lui, puisque celui qui se moque a le pouvoir, celui qui se tait a perdu, tout simplement, est victime. Donc on a des remarques régulières, sous couvert de cet humour, qui est un humour complètement déplacé. Et ce qui m'avait beaucoup choqué, c'est le collectif autour. Cette présence silencieuse qui, en fin de compte, cautionne. Donc à la fin, il l'affublait tout simplement de petits surnoms très désagréables et réguliers. Et forcément, à la fin, tout le collectif utilise les surnoms. Je trouve ça fou, parce que on a vraiment ce cautionnement collectif. C'est un cautionnement ou c'est ne sait pas quoi faire alors Alors c'est une très bonne question, Céline. En effet. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est une sorte de prise de pouvoir symbolique de ce manager. Et donc les autres, on ne sait pas si ils se taisent parce qu'ils cautionnent, ils se taisent parce qu'ils ont peur. En tous les cas, ils ne font pas suffisamment confiance à l'organisation qu'il y a autour pour pouvoir défendre cette personne ou pour pouvoir parler. Et donc c'est que quand on a commencé à instruire les choses, que là tout d'un coup les paroles se sont libérées et qu'on a pu recueillir réellement, oui, moi aussi j'ai dit ça, oui j'ai vu, oui j'ai entendu et je n'ai rien dit, et j'aurais dû dire. Donc c'est très dur, je trouve, quand on est au sein d'adultes. Alors après, tu vas me parler de harcèlement à l'école, mais justement, je trouve que le parallèle va être vite fait. Venons-en au cœur de notre sujet, ce parallèle avec la journée contre le harcèlement scolaire. Penses-tu comme moi que l'entreprise n'est qu'une version adulte de la cour de récréation? Retrouve-t-on les mêmes mécanismes, la recherche d'un bouc émissaire, l'effet de groupe, la peur de parler, l'exclusion? Oui, tout à fait. C'est malheureusement le cas. C'est-à-dire que on trouve que dans l'entreprise, c'est vraiment la version adulte. Tous les mécanismes comportementaux y sont. Donc, on va avoir de l'isolement comme dans la cour de l'école. On va avoir des moqueries, comme ce que je disais auparavant, sur des différences. Alors, ça peut être j'ai pas le bon t-shirt, comme en entreprise, c'est j'ai pas le bon costume. On va avoir également une peur de parler. On s'aperçoit que souvent les victimes présumées ont très peur, que ça soit à l'école ou en entreprise. Les signalements arrivent assez tard, en finalité, parce qu'il y a une peur de la représailles, que ça soit à l'école comme dans le monde de l'entreprise. On se dit, j'ai ma carrière, mon organisation, pas faire de vagues. Donc l'entreprise peut avoir un côté un peu plus feutré que dans la cour d'école. Donc on a quand même à peu près les mêmes choses. Finalement, est-ce que les leviers pour prévenir et gérer le harcèlement sont-ils les mêmes à l'école et au travail? Est-ce que tout repose sur le même principe, libérer la parole, responsabiliser les témoins et former les encadrants, professeurs, managers? Premier pilier, libérer la parole. En construisant un cadre dans lequel on peut libérer la parole, que ce soit des chartes, des processus d'alerte, voilà, tout le cadre de l'organisation qui permet de sécuriser cette parole. Le deuxième, c'est de responsabiliser les témoins, pour que les témoins osent aussi parler et leur expliquer tout simplement qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils doivent signaler ou pas, les acculturer à ce qu'ils peuvent dire, tout simplement. Le troisième pilier, c'est former les ressources humaines, les managers, à instruire en fait ces signalements, à faire les enquêtes, à se baser sur des faits, pas des rumeurs, et à pouvoir tout simplement assurer ce cadre de sécurité pour l'ensemble des collaborateurs. Et puis le quatrième pilier, c'est infuser dans toute l'entreprise cette culture du respect. Et ça aussi, ça passe par plein de choses, par de la communication, par de la formation, par de la culturation. Ce respect, il se décrète pas, il se fait vivre au sein de l'entreprise. Pour finir, si tu avais un conseil à donner à un jeune manager qui prend ses fonctions aujourd'hui, et un autre conseil à un salarié qui se sent mal à l'aise face à certaines incivilités, que leur dirais-tu? Alors déjà, je vais pas donner forcément un conseil qu'aux jeunes managers. Je dirais à tous les managers, parce qu'on peut avoir des comportements déviants chez les jeunes, mais chez les moins jeunes aussi.
en tout cas chez les primo ou pas managers, c'est tout simplement de prendre le temps d'écouter et de faire confiance à son équipe, de la comprendre, et que ça se décrète pas, ça se met en place, qu'il y a des outils pour pouvoir le faire, et que ça s'apprend. Parce que manager, c'est un métier. Déjà, je lui dirais, tu poses-toi des questions. C'est est-ce que le comportement que tu viens de voir ou de subir, est-ce qu'il te met mal à l'aise? Est-ce que tu as eu une sensation d'avoir été blessé, rabaissé? Est-ce que tu penses que c'est contraire aux valeurs de l'entreprise? S'il y a une de ces 3 questions, tu mets oui à chaque fois, va en parler. Voilà. Libère la parole, va en parler, parle-en autour de toi, parle-en à un RH, parle-en à la médecine du travail, parle-en à des référents harcèlement, mais parle-en, parce qu'on pourra t'accompagner pour la suite. Merci Stéphanie pour cet échange. Merci Céline. Soft skills, astuces, curiosité.